Donc Amandine est une guenon, qui invente le monde de demain. Elle va vous en parler. Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, merci pour la présentation, Sophie. Donc, c'est moi la guenon. Je m'appelle Amandine Largeau. Quand l'équipe de Tribe m'a proposé de venir vous parler ce soir, j'ai eu deux réflexes. Le premier, j'ai ma vie qui a défilé dans un flash. Et je me suis dit que 38 ans, c'était définitivement un peu tôt pour faire un bilan. Et le deuxième, je me suis assise un peu plus posément et j'ai réfléchi à la thématique de ce soir, le passage à l'action. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, ce fameux passage à l'action ? Cette petite alchimie après laquelle on court souvent, ce petit moment, en fait, qui est un point de bascule, qui est l'élément déclencheur entre un moment où on se sent un peu statique, où on subit, et le moment où on se met en mouvement et où on agit. Et ce moment subtil, en fait, est très nuancé parce qu'il ne faut pas le confondre avec le passage à l'acte, qui, lui, devient complètement pathologique. En y réfléchissant, dans mon parcours, en fait, j'ai l'impression que le passage à l'action, ça répond un peu à 3 ingrédients. Il faut réunir ces 3 ingrédients-là. D'abord, je dirais un élément extérieur, un motif d'indignation, quelque chose d'assez palpable. Indignez-vous, disait récemment Stéphane Hessel. Le deuxième ingrédient, je dirais que c'est un mouvement beaucoup plus intérieur. Quelque chose à l'intérieur qui vous prend aux tripes, qui vous gêne personnellement. Et le troisième point, eh bien, c'est le petit élément qui fait qu'à un moment, votre mental y décroche. C'est le petit pas que vous faites sans vraiment vous en rendre compte. Parce que personne ne se lève le matin en se disant « je vais résoudre la fin du monde, ça y est, je me lève ». La fin dans le monde, pardon, pas la fin du monde. Ça va avec, mais bon. Ma première bifurcation professionnelle et personnelle, parce que vous verrez dans mon parcours, c'est assez finement intriqué, imbriqué, emmêlé, a commencé il y a 16 ans. AZF venait d'exploser. Moi, j'avais fini mes études de journalisme à l'île de la Réunion, parce que pour le goût des voyages, que j'avais complété avec les Beaux-Arts à Toulouse. Et je me suis dirigée dans le fabuleux monde de la com, de la créa, pendant lequel j'ai bossé durant 2 ans. Et puis, doucement, petit à petit, ce milieu-là a commencé à m'écœurer. Je ne retrouvais plus de sens, pour des raisons sûrement que vous devez imaginer. Et j'avais pas mal voyagé déjà, et j'avais très envie de travailler en Afrique, notamment au Burkina Faso, parce que c'était un pays pour lequel j'étais tombée amoureuse, de la culture, des gens, du lien très spécial qu'il y a entre les gens. Mais je ne me voyais pas du tout faire la promotion du modèle de l'agence de pub en Afrique. C'était vraiment pas ça l'idée. Donc du coup, ma première idée, c'était de créer un bibliobus. Parce que je me suis dit que voilà, l'accès à la culture et aux livres pour les jeunes, ça restait fondamental, indispensable. Et ça rejoignait beaucoup ma passion des écrits. Et lors d'un voyage, je suis allée soumettre cette idée-là au Burkina, aux lycéens. J'ai rencontré des lycéens, des professeurs, des gens, des inconnus. Et tous m'ont fait la même réponse. Et ils m'ont dit « Ok, les livres, c'est super, c'est très bien. Mais tu vois, les ordinateurs qui nous arrivent, là, de plus en plus, qui sont posés là par dizaines, parce qu'à ce moment-là, c'était le début de la réduction du fossé numérique, et on avait un peu tendance à confondre dons et déchetterie. Et du coup, ils me disent bah voilà, tous ces ordinateurs qui sont posés là, en fait, il n'y a personne pour nous apprendre comment ça marche. Et si on rate ce train-là, c'est foutu. Et c'est véridique, on m'a dit ça. Et du coup, j'avais déjà une expérience pédagogique, j'avais pas mal enseigné sur différentes années, et je connaissais l'informatique, et ça m'a paru en fait assez cohérent. Donc l'idée du bibliobus s'est transformée en école itinérante du numérique, avec l'idée d'avoir un grand bus équipé en salle informatique et qui forme massivement le plus de jeunes possible au numérique, en y ajoutant des livres, parce que je suis un peu têtue, et du coup, d'arriver à sillonner le pays comme ça, et de concerner le plus de monde possible. J'ai embarqué dans l'aventure mon conjoint et 2 amis réunionnais. On a travaillé à ce montage de projet-là pendant 1 an et demi. On a réuni à peu près 120 000 € de fonds, de ministères, de fondations. Et puis est venu le jour de partir. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, ok, tu pars pour 6 mois. C'était mon fameux petit pas, en fait, mon premier petit pas, le petit pas pas engageant, celui où on ne prend pas trop de risques dans un océan de peur, de doute.
Donc tu pars pour 6 mois, après tout, tu risques pas grand-chose. 6 mois, bon, tu te rates et puis c'est pas grave, ça va pas changer ta vie. Et je suis partie et je suis restée 10 ans. Ça se passe jamais comme on le prévoit à la base. Pendant ces 10 ans, donc ce grand bus, cette école itinérante du numérique qui s'appelle Bibliobrousse, a formé 10 000 jeunes. 10 000 jeunes, des lycéens, des élèves de première, de 12 villes différentes du Burkina. On formait quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tellement la demande était énorme. On avait des listes d'attente qui étaient énormes. Les jeunes venaient, on avait aussi des commerçants qui venaient, on a formé les hôpitaux, on a formé les sages-femmes, on a formé les gendarmes, on formait en fait massivement. Et les gens venaient également et profitaient des livres, parce que mine de rien, on avait quand même la 2e plus grande bibliothèque du pays. Il y a 8 salariés qui nous ont rejoints dans l'aventure pour pouvoir aider, pour pouvoir appuyer et aussi pour pouvoir passer le relais. Parce que voilà, l'objectif, c'était justement de passer le relais à des personnes sur place, en fait, des gens qui avaient des compétences. Au bout de 5 ans, j'ai passé le relais, effectivement, de Bibliobrousse. Et j'ai déménagé dans la 2e plus grande ville du pays, qui s'appelle Bobo-Dioulasso. Et à ce moment-là, je ne savais pas qu'était en germe déjà ma 2e bifurcation professionnelle, personnelle. Parce qu'en gros, pendant toutes ces années, c'est vrai que par conviction, je fais attention à ce que je mange, en termes de qualité, en termes de provenance. Et d'autant plus en étant au Burkina, en Afrique, où il y a beaucoup de problèmes sanitaires, alors pas tant sur finalement sur l'hygiène, mais surtout sur la provenance des aliments. On a beaucoup de poulets très périmés qui nous viennent de Chine, ce genre de joyeuseté. Et pendant toute mon itinérance, en fait, j'étais en lien direct avec des petits producteurs dans toutes les petites villes et qui faisaient un travail formidable, souvent de manière assez isolée, ils en vivautaient. Mais ils faisaient vraiment des produits sains, que ce soit des cultivateurs, que ce soit des transformateurs. Et arrivé à Bobo, j'avais plus accès à cette nourriture-là. J'avais plus accès, c'était pas possible, il n'existait rien en fait qui centralisait. Donc je suis partie des 2 éléments, c'est-à-dire mon besoin personnel de me nourrir sainement, et le besoin que je voyais de manière plus globale, où en fait il y avait de plus en plus de consommateurs, il y avait plein de petits producteurs éparpillés, mais rien pour les regrouper. Et c'est là, du coup, que j'ai créé le 2e projet, qui s'appelle Néné Kaflé, et qui est un mot djoula qui veut dire goûter, voir. C'est une expression très connue. Et donc, c'est une coopérative qui regroupe 70 petits producteurs de tout le pays. Parce que oui, l'idée, à la base, c'est que du coup, j'ai commencé à faire venir en fait, ces produits personnellement. Et je me servais pour ça du réseau d'élèves, en fait, du Bibliobrousse, qui voyageait beaucoup à l'intérieur du pays via les transports en commun. Et puis des amis ont commencé à me demander aussi ces produits-là, et des amis d'amis. Et du coup, c'est comme ça qu'est née l'idée de la coopérative. Donc la coopérative regroupe 70 petits producteurs. L'objectif était de les fédérer, de les rassembler, de centraliser les produits, mais aussi de les inciter à passer en bio. Alors pas en label bio, mais en charte éthique en fait, de production bio. Et aussi de les inciter à faire de l'innovation agroalimentaire sur le territoire, pour garder la valeur, pour pas que tout parte en matière brute en fait, à l'export. Cette coopérative, il y a été adossée une fromagerie en lait de zébu. On collectait en fait le lait avec les éleveurs nomades Peul. Et 5 salariés sont venus travailler sur cette coopérative. Donc on a monté les premiers paniers de légumes bio du pays. On a été le premier producteur de sacs recyclés, la première boutique qui fonctionnait sur le système de consigne, et la première fromagerie en gamme complète, au lait de zébu, camembert, tome, etc., fromage blanc, etc. Tout marchait très bien jusqu'à 2015, coup d'État. Et bien, quand il y a un coup d'État, en fait, tout s'arrête, l'économie à zéro. Et ben, moi, j'étais pas expat. Et donc, du coup, forcément, quand on n'est pas expat, ça fluctue avec l'économie du pays. Donc, du coup, j'ai dû rentrer. J'ai pris ma famille sous le bras et je suis rentrée dans l'endroit que j'avais quitté 10 ans avant et qui se situe à 15 km d'ici, à Belboro. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Un petit village à côté de la Beige Escalquens. Et en 10 ans, Belboro avait beaucoup changé. En gros, les champs avaient cédé la place aux centres commerciaux, à tous les concessionnaires automobiles, si vous connaissez bien le coin. Les petits commerces avaient disparu. Et donc, mon petit village s'était transformé en ce qu'on maintenant on appelle habituellement un village dortoir de périphérie urbaine. Ce qui ne fait pas du tout rêver.
Et la première chose que m'ont demandé mes enfants en arrivant, parce que j'ai 3 enfants, c'est « ils sont où les gens ?» Et heureusement, le premier samedi, on est allé à Carrefour, et ça les a beaucoup rassurés. Ils m'ont dit « bah voilà, ils sont tous là, voilà !» On n'a qu'à aller les saluer, leur dire bonjour. Ça ne se passe pas exactement comme ça. Voilà. Et donc, la première année a été assez prévisiblement difficile. Pour les enfants, il a fallu qu'ils comprennent en fait, qu'il y avait un changement de référent. C'est vrai qu'ils étaient assez libres, autonomes, ils avaient beaucoup de liens, ils allaient discuter avec les voisins, les commerçants. Et là, il a fallu leur expliquer que le cadre changeait, que les règles changeaient. Déjà pour ne pas avoir la DAS à la maison, parce que non, à 4 ans, tu ne peux pas prendre ton vélo pour aller acheter du pain tout seul, c'est compliqué pour nous. Et pour moi, ça a été aussi de revoir tous ses amis, toutes ses connaissances, et qui ne me parlaient que de travail, de leur mal-être au travail, de la perte de sens qu'ils avaient, beaucoup qui étaient en reconversion professionnelle et beaucoup qui étaient en burn-out. Donc du coup, j'ai commencé à m'intéresser un peu à tout ça, aux chiffres notamment. Et je ne sais pas si vous savez que 70% des salariés estiment que leur travail n'apporte pas de sens dans leur vie. Que maintenant, il y a 3 pathologies officielles qui qualifient le mal-être au travail, le burn-out, le bore-out et le brown-out. Et que le désinvestissement des salariés est tellement grand que ça pose un vrai problème aux entreprises. Mais la bonne nouvelle, en fait, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui ont commencé à inventer des alternatives. Les reconversions professionnelles sont massives, les statuts d'auto-entrepreneurs, d'indépendants explosent. Et il y a 30% des reprises d'activités agricoles qui sont faites par des néo-agriculteurs, des gens qui sont en reconversion professionnelle. Et c'est à ce moment-là charnière un peu de mal-être, de constat, qu'en fait est née ma 3e bifurcation professionnelle et personnelle, qui s'appelle le Centième Singe, avec l'idée d'accueillir toutes ces personnes qui inventaient de nouvelles formes de travail, de les accompagner, de leur donner un cadre qui leur permette de développer, d'essaimer, et donc d'inventer le lieu de travail de demain, adapté à la périphérie urbaine. Pour ça, il y a 12 personnes qui m'ont rejointe dans cette idée-là, dans le collectif des professionnels d'un peu tout horizon. Et on a un lieu pilote qui se situe à 15 km de Toulouse, à Belborough. Il s'agit d'une ancienne ferme lauragaise qui fait 400 mètres carrés du XVIIIe siècle, une ancienne borde, et qui est entourée de 7 hectares de champs. Et l'idée, c'est de mettre en place au niveau des champs une micro-ferme maraîchère en permaculture sur 1 hectare, qui expérimente comment produire de la nourriture de qualité sur petite surface, sur ce qui nous attend, en fait, la réduction des terres inéluctable, et qui anime ce qui se passe sur les autres hectares, c'est-à-dire qu'on met en place des micro-parcelles de 5000 m² qu'on met à disposition pendant 3 ans à des porteurs de projets agricoles qui n'ont pas de terre parce qu'ils n'ont pas de transmission familiale, donc qui ont un problème énorme d'accès à la terre et un besoin énorme d'être accompagnés, de se former et de consolider leur projet professionnel. Côté bâti, on met en place un espace de bureau partagé pour les indépendants, les auto-entrepreneurs, les télétravailleurs, mais aussi des gens qui sont en double activité, qui ont besoin et d'un champ et d'un bureau. Et ensuite, on crée une table d'hôtes pour accueillir les personnes du grand public, pour faire du lien sur le territoire, hein, parce que c'est quand même l'idée source, pour faire du lien aussi entre des professionnels, parce qu'on est à 5 km de la Belginopole, et aussi pour exploiter directement ce qui est produit dans les champs et remettre les gens en lien direct avec la terre et ce qui sort de la terre. Ce projet-là, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, donc on est 12 maintenant. On est en financement, en cours de financement pour aménager en fait le site, le rendre collaboratif et qu'on espère boucler en janvier. Aller dans la foulée sur les travaux et pouvoir ouvrir au printemps. Et si Claudia me permet de boucler la boucle, je vais vous raconter, si vous voulez, d'où vient le nom du Centième Singe. Le Centième Singe, en fait, c'est justement le point de basculement. Parce que ce point de basculement, il se fait à la fois au niveau personnel, mais il se fait aussi à l'échelle de toute une société. Le Centième Singe, c'est une théorie qui a été développée dans les années 50 par des chercheurs qui observaient des colonies de macaques sur une île au Japon et qui leur jetaient des patates douces dans le sable pour les nourrir. Et les macaques adorent les patates douces, mais les grains de sable, en fait, ça croustille, ça les embête. Un petit groupe de macaques s'est mis à prélaver ces patates douces dans la rivière qui était à côté. Et ce qu'ont observé les chercheurs, c'est qu'au bout du 99e singe, le mardi à midi, ce qui est un nombre absolument théorique, mais l'ensemble des macaques de l'île s'est mis à prélaver ces patates douces, et l'ensemble des singes des autres îles, sans qu'il y ait eu de contact apparent, se sont mis à prélaver leurs patates douces dans la rivière. Et donc la théorie du Centième Singe, c'est ça. C'est la théorie du basculement, c'est la théorie de la masse critique.
Et c'est la théorie qui dit qu'il faut avoir confiance dans ce fameux premier petit pas. En fait, ne sous-estimez pas la valeur de ce fameux premier petit pas. Et c'est l'ensemble de nos premiers petits pas réunis qui permettront le basculement. Voilà. Merci. Merci Amandine.